Bonjour, du coup, moi, je suis Julie Donjon, je suis co-référente santé mentale à l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, bonjour, moi je suis Lucie Pelos, je suis co-référente santé-environnement à l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes et je coordonne le pôle éducation promotion de la santé Auvergne-Rhône-Alpes avec le GREN, qui est co-organisateur de cet événement. Bienvenue à tous et à toutes pour cette intervention. Depuis début 2021 qu'on a commencé à réfléchir sur les liens entre santé mentale et environnement. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu organiser ce cycle de webinaires. On a pu aussi rencontrer d'autres personnes, on s'est documenté et donc on a commencé à rédiger un peu des articles, des fiches repères sur ces liens entre santé mentale et environnement. Ce qu'on voulait préciser en introduction, c'est qu'on n'est pas experte comme on a pu faire venir certaines personnes sur les précédents webinaires. On s'est plutôt dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous finalement le travail de défrichage qu'on avait mené sur ce thème qui est un peu émergent. C'est vrai qu'il y a 2 ans, quand on a commencé à y réfléchir, le terme d'éco-anxiété, c'était quasiment inconnu. Aujourd'hui, voilà, qui n'a pas entendu parler d'éco-anxiété? On en entend parler dans les sphères médiatiques. Il y a beaucoup d'articles. Voilà. Donc, c'est vrai que quand nous, on a commencé, voilà, on commençait vraiment à défricher le sujet. Donc voilà, on n'est pas experte, mais on avait envie que vous nous accompagniez un peu dans nos réflexions, nos questionnements, les ressources qu'on a pu déjà identifier au fil des mois. Et donc, au fil de notre intervention, on va aussi aller se référer aux apports des différents intervenants qu'on a invités dans nos différents webinaires. Et on va convoquer aussi certaines lectures qu'on a pu faire. Donc, on n'a pas de recette miracle sur tous les enjeux auxquels on doit faire face, mais on a identifié un certain nombre d'ingrédients qui pouvaient aider à avancer et à agir. Donc, comme on vous l'a dit dans l'introduction, le thème du webinaire, c'est autour des émotions et du changement climatique. Voilà, finalement, en travaillant sur ces dimensions-là, on s'est rendu compte que de centrer sur le changement climatique, c'est un peu réducteur. Donc voilà, on va ouvrir un peu la focale et plus globalement sur les dérèglements environnementaux, écologiques. Et enfin, pour finir l'introduction, on a vraiment envie avec cette matinée d'ouvrir un espace de débat entre nous toutes et tous sur ces questions donc qui émergent. Et vous avez peut-être vous-même de votre place déjà des réflexions, des ressources à partager. Et donc, on a vraiment imaginé la deuxième partie de la matinée sous cet angle-là d'espace d'échange, de réflexion, de ressources. Je laisse la parole à Julie pour vous présenter Oui, le menu de la le déroulé. matinée. Voilà. Alors, du coup, on va commencer par un temps autour des données du problème, donc les constats du dérèglement climatique et puis les effets sur la santé mentale et également les blocages dans le passage à l'action. Et on passera à une deuxième partie d'intervention autour des données sur les leviers plutôt, autant sur les enjeux de la transformation sociale, sur les principes de la promotion de la santé et puis nos principes d'action, aussi, à nous. Et on terminera par, pas mal d'exemples d'approches ou de ressources qu'on souhaitait partager avec vous, sur le sujet. Je laisse la parole à Lucie qui va commencer par exposer les constats du dérèglement climatique et plus largement de la crise écologique. Merci Julie. Oui, alors on s'est dit que c'était important de démarrer par quand même un certain nombre de partages autour des données du problème. Donc sur les constats du dérèglement climatique, donc voilà, ça même slide suivante. Voilà, merci. Donc, je vais pas vous faire un résumé complet du dernier rapport du GIEC. Il y a simplement 2 slides que je trouve intéressantes à partager. Donc, ce rapport, vous l'avez peut-être vu passer, il est sorti il y a quelques mois. Et donc, on peut y identifier les différentes conséquences que le GIEC à relever liées au changement climatique. Donc autour de 4 grands domaines, l'agriculture, la biodiversité, la santé et la pauvreté. Et donc le GIEC indique que pour réduire ces risques,
ces 127 risques majeurs, il faut absolument limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc, c'est l'objet de la conférence internationale qui se tient en ce moment. Voilà, donc ça impose d'agir, voilà, mais c'est un peu l'objet de cette matinée, comment on peut agir face à ces enjeux-là. Diapo suivante. Si on centre spécifiquement sur la question de la santé, donc le GIEC, vous voyez, a identifié déjà que ces événements météorologiques extrêmes tuaient déjà. Donc ces événements météorologiques, ça se traduit par des vagues de chaleur, des fortes pluies, donc des inondations, de la pollution de l'air, qui tuent déjà, mais qui augmentent aussi les maladies gastro-intestinales, les maladies cardiovasculaires, les maladies transmises par les moustiques et les tiques, et les maladies qui sont liées à l'insécurité alimentaire, donc en causant des difficultés de récolte et donc des problèmes de famine. Et donc, vous voyez que le GIEC précise aussi que ces événements ont un fort impact sur la santé mentale. Donc, le GIEC parle de stress post-traumatique et d'anxiété. Donc, voilà. Donc, vous voyez que le GIEC déjà lui-même évoque ces effets sur la santé mentale. Alors, voilà, on trouvait nécessaire d'évoquer ces risques liés au changement climatique, mais tu peux passer à la diapo suivante. Finalement, on voulait aussi partager avec vous un nouveau concept, alors pas si nouveau que ça, puisqu'il date de 2009, donc c'est un concept scientifique qui, lui, parle de limites planétaires. Et donc, vous voyez en haut, on va dire à 11 heures, si ça ressemble à un cadran, on va identifier comme limite planétaire le changement climatique. Mais finalement, ces scientifiques mentionnent qu'on a 8 autres limites planétaires, donc ces limites à ne pas dépasser si on veut entretenir des bonnes conditions de vie, de survie sur Terre. Voilà, et donc vous voyez, je vais pas détailler toutes ces limites planétaires, mais on trouvait que c'était un concept qui était assez intéressant pour élargir un peu la focale et voilà, constater que le dérèglement climatique, c'est une dimension qui peut générer des émotions fortes, mais c'est pas la seule dimension. On va retrouver des éléments dont on a déjà pas mal entendu parler sur l'érosion de la biodiversité, par exemple, mais aussi sur l'accès à l'eau douce. Voilà, donc là, c'est des choses que vous pourrez aller explorer par la suite, puisque l'objet de notre intervention, vous allez voir, on va survoler quand même beaucoup d'éléments et après, à vous d'aller creuser s'il y a des éléments qui résonnent particulièrement. Donc, slide suivante. En même temps, donc ces questions de limites planétaires qui constituent un plafond environnemental, on trouve nécessaire de les combiner à ce qu'on appelle un plancher social. Donc ça renvoie à la théorie du donut. Donc qui est proposée par Kate Raworth, qui est une économiste britannique. Et donc ce donut, en fait, vous voyez sur le schéma qu'on partage que ça correspond à la zone en vert. Et donc voilà, ça représente un donut. Et donc qui est cette zone prise entre ces fameuses limites planétaires, mais aussi un plancher social, c'est-à-dire voilà, il faut qu'on arrive à trouver l'espace sûr et juste pour l'humanité, donc qui soit pris entre ces limites planétaires, mais en même temps un plancher social pour toutes et tous. Donc on trouvait aussi que cette dimension était intéressante à partager. Donc oui, diapo suivante. Donc ce donut, cette approche-là, c'est une approche qui est déjà pas mal mobilisée, et notamment la ville de Bruxelles, par exemple, a mené tout un projet pour développer un projet un peu qui allie enjeux environnementaux et justice sociale en proposant des groupes de travail avec les habitants avec ce prisme-là du donut. Diapo suivante. Cette question vraiment de combiner plafond écologique et plancher social, on le trouve intéressant, mais avec le GREN, on l'a mis au travail parce que finalement, on pense que ça reste quand même
trop dans une vision anthropocentrée. On est sur un plancher social, vous voyez sur le schéma précédent, on était vraiment sur même celui d'avant, mais c'est pas grave, sur un espace qui soit sûr et juste pour l'humanité. Et donc là, tu peux revenir sur le troisième. Nous, on pense qu'il faut réfléchir à un fondement social et éthique et rechercher finalement un fondement qui soit vivable pour nous toutes et toutes, humains, mais aussi non humains. Voilà. Et donc ça, c'est pour nous une des pistes à engager, de réfléchir sur un fondement social et éthique beaucoup plus large et donc pas être dans une vision anthropocentrée. Voilà donc quelques éléments qu'on voulait partager déjà sur des constats autour du dérèglement climatique et plus globalement du dérèglement écologique. Et donc, diapo suivante, je vais laisser la parole à Julie qui va partager les effets de ces dérèglements sur la santé mentale. Merci. Eh ben, je vais commencer par donner quelques définitions parce que quand on parle de santé mentale, le premier mot qui revient, c'est généralement l'éco-anxiété, du coup, qui est une forme d'anxiété, d'appréhension ou de stress qui est liée au changement climatique ou aux menaces qui sont constatées ou anticipées sur les écosystèmes. Et dans ce cas-là, on peut parler de stress pré-traumatique, donc avant le trauma. Et donc, ce qui est nouveau, c'est pas le ressenti en lui-même, puisque l'anxiété, c'est quelque chose qui est travaillé depuis longtemps par les psychologues, mais c'est la cause qui génère cette anxiété. On peut distinguer ce terme de celui de solastalgie qu'on entend aussi de temps en temps, régulièrement, où là, on va être plus sur quelque chose qui ressemblerait à de la mélancolie par rapport à des dégâts qui sont constatés sur son lieu de vie, sur un environnement qui a disparu ou qui est en phase de disparaître. Et là, la différence avec l'éco-anxiété, c'est que c'est pas la projection vers l'avenir qui génère la souffrance, c'est vraiment l'expérience directe en fait de la désolation, de la perte. Récemment, un autre terme a été utilisé, notamment par Charline Schmerber, c'est effondralgie ou collapsalgie. Là, son idée, c'était, un peu comme ce que Lucie vient de nous présenter, d'aller au-delà de la dégradation de l'environnement naturel, mais de l'étendre à l'état du monde. On peut parler des guerres, des pénuries, des épidémies, des inégalités, de la 6e extinction et de prendre en compte tous ces différents, déterminants qui peuvent provoquer de la détresse psychique. Mais également tout un ensemble d'autres sentiments. Elle met en avant notamment la colère. Mais voilà, c'était une notion qui va encore un peu plus loin que celle d'éco-anxiété et qui rejoint le terme qui est utilisé depuis pas mal de temps aux États-Unis ou au Canada, le terme d'éco-émotion, où là, les professionnels ou les chercheurs qui utilisent ce terme parle en fait de l'éventail d'émotions et de sentiments qui peuvent être liés à la crise climatique ou au dérèglement, qui peuvent aller de la surprise, de la colère, de la peur, de la culpabilité, de l'indignation, ou aussi sur le volet plus positif, surtout quand il y a un passage à l'action, notamment collectif, des sentiments plus de l'ordre de la joie, de la fierté, de l'espoir, de l'empathie. Certains chercheurs vont utiliser des termes comme l'éco-rage, l'éco-colère, l'éco-déni, l'éco-culpabilité, l'éco-résistance, et cetera. Je vous ai mis quelques références, mais du coup, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, ce terme-là d'éco-émotion. La diapo d'après, donc on passe à un des messages principaux qu'on a mis en avant par rapport aux différents échanges qu'on a pu avoir avec nos intervenants pendant nos cycles de webinaires, c'est vraiment le message que l'éco-anxiété, c'est une souffrance qu'il faut reconnaître. Il y a des symptômes, mais ce n'est pas une maladie. Elle peut rendre malade, mais il faut vraiment distinguer les niveaux d'anxiété qui vont être adaptatifs de ceux qui vont être inadaptés dans le sens où ça va être plus handicapant au quotidien. Pour mesurer ça, donc il y a plusieurs échelles de mesures qui commencent à être travaillées. La plupart sont en anglais. Là, je vous ai mis une référence en français qui est facile d'accès parce qu'elle est publiée dans le livre du petit guide de survie pour éco-anxieux et qui peut servir autant en auto-évaluation qu'en aide à l'évaluation par un professionnel. Ce qui est important également à bien avoir en tête, c'est de prendre en compte à chaque fois les vulnérabilités individuelles et les contextes de vie qui font que la même nouvelle ou les mêmes événements peuvent avoir des répercussions très différentes selon les personnes.
Il y a un parallèle que j'avais trouvé éclairant, que m'avait fait, une psychologue du RAFU. Le RAFU, c'est le réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique. Elle faisait le parallèle avec le deuil normal, pathologique, en disant que, bah, on peut consulter un psychologue parce qu'on est en souffrance, à la suite d'un deuil, mais ça ne veut pas dire qu'on est malade parce que c'est un processus psychique qui est normal, qui peut nécessiter ou non un accompagnement. Par contre, les psychologues vont le considérer comme pathologique seulement quand il devient complexe, persistant, qu'il y a des troubles psychiques ou psychiatriques qui apparaissent et que ça devient handicapant au quotidien. Du coup, voilà, pour l'éco-anxiété, elle faisait vraiment ce parallèle-là en disant que c'est quand même une réaction finalement, qui peut être, un processus psychique normal, mais qui ne va pas forcément devenir, pathologique ou invalidant un peu au quotidien. Et là apparaît la notion d'écolucidité, sur laquelle on voulait insister et qui est aussi de plus en plus utilisée pour, montrer que, comme le dit Alice Desbioles qui est médecin, les personnes éco-anxieuses sont in fine des personnes qui sont rationnelles, lucides, dans un monde qui ne l'est pas. C'est une réaction saine dans un monde qui s'ignore fou, ou bien, ce que Suzanne Clayton aussi, écrit, que l'éco-anxiété, ça va être une réaction qui est largement rationnelle, en fait, compte tenu de la gravité de la crise et qu'il faut surtout pas que ça détourne l'attention de la réponse sociétale qui est vraiment, essentielle, pour contrer, les effets du changement climatique et ses causes qui restent structurelles et du coup de ne pas individualiser, pathologiser, les émotions, les sentiments, qui ressortent face à ces dérèglements. On peut passer à la slide suivante, où je voulais vous remettre en tête un peu de qui on parle, parce qu'il y a quand même des catégories de population qui sont plus particulièrement sujettes à l'éco-anxiété. En fait, j'utilise éco-anxiété, mais dans l'acception large, c'est-à-dire pas que liée au changement climatique, mais plus large et puis toutes les autres émotions aussi qui peuvent, ressortir. Mais donc c'est quand même plus au départ les tribus indigènes ou les agriculteurs parce qu'ils sont, plus proches, de la terre, du rythme des saisons, qui vont voir les évolutions, au quotidien, qui vont ressentir ces difficultés. Les militants écologistes aussi, les climatologues parce que dans leur cas, ben, la connaissance fine, et l'analyse de la situation va être souffrante. On peut aussi noter les personnes qui sont sensibles, à la collapsologie, les jeunes aussi notamment. J'ai mis un petit point pour, parler de la pluralité de ressentis. Je disais tout à l'heure que selon les contextes, chez chaque personne, ça peut, évoquer, engranger des choses différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans le livre d'Alice Desbioles, différents profils qu'elle a pu, mettre en avant. L'Obvéco aussi, qui est l'Observatoire des vécus du collapse en ligne, qui a travaillé sur des sociotypes et qui travaille en ce moment sur une enquête, qui vont avoir, d'autres résultats pour permettre de mieux comprendre, ce que chacun peut ressentir et puis, Paul Cherfouka sur l'échelle de conscience pour voir l'entrée, dans ces questionnements-là, ce qui se passe. Ça me semblait important de vous mettre 2 liens intéressants en termes de témoignages plus directs, individuels, de ressentis pour, vraiment illustrer ce que l'on peut ressentir quand on parle d'éco-anxiété. Il y a un super article, du média Reporter avec beaucoup de témoignages de jeunes notamment. Je vous ai mis le lien, vous l'aurez, le support à la fin de notre intervention et puis j'ai choisi un podcast parmi tous ceux qui existent, sur France Culture, «L'effondrement et moi», qui est pas mal aussi pour illustrer concrètement. Et je vais terminer avec juste les 2 enquêtes, 2 principales enquêtes sur le sujet. Celle du Lancet en 2021, qui est une étude internationale dans 10 pays sur 10 000 jeunes. 50 d'entre eux affirmaient se sentir tristes, anxieux, en colère face à la crise climatique et 45 déclaraient que ces sentiments-là allaient affecter négativement leur vie quotidienne en termes de sommeil, de sorties, d'études et cetera. Il y a une enquête qui a été faite en France par l'Institut YouGov. Là, on avait 51 des personnes interrogées qui affirmaient que pour eux, le réchauffement climatique était une source d'angoisse. Si on considère, les catégories socio-professionnelles, élevées, ça montait à 58. Si on regarde chez les jeunes, 62 et un autre indicateur, assez évocateur aussi, c'est, le fait que 38 des jeunes Français, disent hésiter à avoir des enfants pour cette raison-là.
On va passer à la partie suivante parce qu'il nous a semblé intéressant de comprendre ce qui, malgré ces constats globaux et puis la souffrance, ressentie individuellement, parfois, peut empêcher le passage à l'action et essayer de changer la situation. Il y a des choses qui peuvent bloquer et Lucie, tu vas nous présenter ces différents blocages. Oui, alors effectivement, face, à cette crise écologique, à l'ampleur des enjeux, voilà, on peut facilement se sentir démuni, impuissant. Alors que, Corinne Morel-Darleux, donc qui est, une intervenante essayiste qu'on a invitée sur notre cycle de webinaire, nous disait que face à la sidération, le meilleur remède était le passage à l'action. Alors voilà, qu'est-ce qui fait que malgré, l'identification du remède, on ne passe pas à l'action? Donc il y a des freins au niveau individuel et au niveau collectif. Alors au niveau individuel, on a comme ressources intéressantes et éclairantes, on a trouvé celle de Raja Gopal, donc qui est un militant gandhien altermondialiste, et lui qui parle de démons paralysants. Donc il parle du sentiment d'impuissance, le sentiment de complexité, le sentiment de solitude, la peur. Et à ces 4 démons, Viviane Labrie, qui est une intellectuelle québécoise, elle identifie un 5e démon qui est la tolérance aux inégalités, le fatalisme. Donc ces différents freins au niveau individuel, en fait, c'est vrai que ça permet à la fois de comprendre et puis ça va constituer des clés pour accompagner au changement, lever certaines résistances. Et si on identifie chez les personnes, donc nous en tant que chargés de projet promotion de la santé, que c'est plutôt la question de la solitude, et ben on va être sur la proposition d'action qui va être sur du collectif, sur le sentiment d'impuissance, ça sera vraiment sur de l'accompagnement, sur des objectifs qui sont atteignables, réalistes, et voilà, et progressivement, on se donne des objectifs de plus en plus ambitieux. Enfin voilà, ça nous donne des clés pour accompagner le passage à l'action. Alors, diapo suivante. À côté de ces freins plutôt individuels, Corinne Morel-Darleux, elle parle de verrous, donc qui sont finalement des freins qui seraient plutôt au niveau collectif et sociétal et qui sont de différentes natures. Donc là, c'est clairement des éléments que nous a partagé Corinne Morel-Darleux lors du webinaire de décembre dernier. Donc le premier verrou qu'elle identifie, c'est le fait qu'on est dans un contexte de consommation ostentatoire qui encourage à consommer toujours plus. Donc ce concept de consommation ostentatoire, ça a été théorisé déjà il y a plus d'un siècle par le sociologue Velben dans son ouvrage Théorie de la classe de loisirs. Et donc voilà, c'est toujours d'actualité avec des phénomènes de surconsommation. Voilà, donc on est clairement dans ce contexte-là. Ensuite, le deuxième frein qu'elle identifie, c'est le manque d'équité dans les mesures de protection de l'environnement, et donc qui va se traduire par son corollaire qui est vraiment un fort sentiment d'iniquité. Donc là, on a plusieurs exemples récents qu'on a pu vivre qui illustrent, qui témoignent de ces freins-là. Je pense notamment au mouvement des Gilets jaunes, où c'est vraiment une mesure jugée inéquitable qui a mis le feu aux poudres. On voit aussi aujourd'hui de plus en plus de mobilisation face à justement des consommations jugées ostentatoires et hyper polluantes, donc sur les golfs, sur les yachts. Enfin voilà, on assiste quand même à de plus en plus de réactions qui font écho à ces freins-là. Le troisième frein qu'elle identifie, c'est une forme d'indifférence fatiguée. Alors ça rejoint un peu ce que disait Viviane Labrie sur la tolérance aux inégalités, le fatalisme. Voilà, là, ça rejoint un peu cette idée-là. Voilà, donc une forme d'indifférence fatiguée avec un cumul de problèmes, une saturation et une forme d'habitude finalement. Voilà, c'est vrai que moi, j'entends de plus en plus face au dérèglement climatique, ah bah oui, bah de toute façon, maintenant, ça va être ça. On va avoir très très chaud l'été et voilà, des fortes pluies. Enfin, on sent que les gens commencent à s'habituer. L'autre frein qu'elle identifie, c'est une forme de déni ou en tout cas une sous-estimation des crises qui seraient accentuées par une tendance à la déconnexion sensible. Voilà, on est très nombreux à vivre plutôt en milieu urbain et à parfois
passer plusieurs jours sans être en lien avec la nature, avec un environnement plus naturel, voilà, qui entraîne une déconnexion sensible. Et puis, voilà, il y a aussi d'autres raisons qui expliquent une déconnexion sensible, et ça, j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. L'autre frein qu'elle identifie, qui est réel, c'est le poids des lobbies économiques. Donc là, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler avec la Coupe du Monde au Qatar, hein, où effectivement, on voit bien combien les lobbies économiques vont être un vrai frein au changement. Et dernier frein qu'elle identifie, c'est une forme de dépolitisation des problèmes. Donc avec la question de l'éco-anxiété, Julie l'a bien souligné, hein, voilà, effectivement, aujourd'hui, on entend souvent que c'est juste une affaire d'anxiété et on va juste écouter les jeunes pour qu'ils se sentent moins anxieux. Donc voilà, là, c'est déjà une illustration de dépolitisation de problèmes qui sont très politiques. Et puis l'autre exemple aussi qu'on entend souvent, et là, je vais faire référence à un article de Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde spécialisé sur les questions environnementales et qui a fait un article très synthétique mais assez efficace, où il critiquait en fait la tendance aujourd'hui à vouloir ramener la crise environnementale à juste des questions de cerveau, de cortex ancien. Voilà, donc finalement, lui, il estime que c'est une forme voilà, de vouloir vulgariser scientifiquement ces problèmes-là. Finalement, c'est de déguiser l'idéologie politique qui est derrière. Voilà. Donc, ça, c'est aussi un frein réel qu'identifie Corinne Morel-Darluf. Alors, face à ces différents constats qu'on a voulu poser, on va passer à la deuxième partie de notre intervention, puisque voilà, on pose des constats, mais on identifie quand même un certain nombre de leviers pour agir, et parce que ça impose d'agir, de s'engager dans des transformations sociales, sociétales. Et donc là, je vais laisser la parole à Julie pour cette Oui. deuxième partie. Alors, avant tout, on voulait vous partager un schéma qu'on trouve intéressant en termes d'outils d'analyse pour vous ou pour les publics que vous accompagnez, le trépied ou les 3 piliers de la transformation sociale, qui permettent de bien visualiser que ces 3 pieds sont indispensables pour que le trépied tienne. Et ça illustre les 3 types d'actions qui peuvent être mises en place, donc des actions autour plutôt d'alternatives qui vont expérimenter dans la réalité le monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Ensuite, des actions plus sur le volet de la coéducation, donc de la sensibilisation pour faire changer les imaginaires collectifs. Et puis le troisième pied qui est plutôt les questions d'action autour de rapports de force, donc qui vont être plus des acquis par la lutte sociale, par une stratégie collective qui vise à dénoncer l'existant pour promouvoir autre chose. L'important dans ce schéma-là, c'est vraiment de retenir ces 3 pieds. Ça ne veut pas dire que chaque action doit répondre à ces 3 pieds, c'est généralement difficile, mais en tout cas qu'il faut bien avoir en tête que même si soi-même on est peut-être dans son cadre professionnel ou associatif sur l'un des pieds, d'autres peuvent être ailleurs et que c'est parce qu'il y a ces différents engagements et actions qu'on va pouvoir avoir un impact de transformation sociale globale. Ça, c'était un petit schéma en introduction et ensuite, je voulais partager avec vous, du coup, les différents niveaux de levier qui permettent d'engager une transformation et que les webinaires nous ont permis d'aborder. On les a classés en trois types de leviers. Le premier, c'est le levier individuel, plutôt psychologique, qui peut être parfois thérapeutique, mais pas forcément, individuel ou parfois en groupe de parole collectif. Là, on parle bien d'une approche qui vise à permettre à chacun, chacune de se sentir mieux, d'accompagner la personne à faire avec, à transformer, à dépasser ses émotions, ses peurs. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième, c'est un levier collectif, donc plutôt sur le volet éducatif, où l'idée, c'est d'intégrer dès le plus jeune âge l'éducation à l'environnement, les émotions. Cette approche-là, elle cherche à aborder au quotidien ce thème avec son public, notamment quand on est enseignant, éducateur, animateur. Et le troisième levier, c'est le levier systémique et politique. Donc là, l'idée étant de questionner l'organisation politique, économique, notre société anthropocène, capitaliste, qui est basée sur la consommation d'énergie en masse et qui a pour conséquence celle qu'on a vue en début d'intervention avec Lucie. C'est une approche qui va vraiment axer sur le champ sociétal, global, politique,
qui va éviter de moraliser ou d'individualiser le problème et plutôt soutenir l'empowerment, le pouvoir d'agir, la capacité collective. Là, ce qu'on veut, c'est agir sur les déterminants sociaux globaux. Voilà les 3 niveaux de levier qui nous ont semblé importants pour engager une transformation. Hem Et donc en tant que chargé de projet en promotion de la santé, on part du principe que les émotions liées au changement climatique, elles doivent être abordées en croisant ces différentes approches. Notre idée, c'est pas d'orienter vers un type d'action plutôt qu'un autre, mais c'est bien de les combiner. Et ça s'explique, par d'où on vient en fait, parce que recouvre le champ de la promotion de la santé. Et Lucie, je vais te laisser présenter les grands principes, de la promotion de la santé. Merci. Donc, on peut passer à la slide suivante. Effectivement, l'intitulé de notre webinaire, c'était la promotion de la santé. Donc, tout le monde ne connaît pas forcément ce que ça recouvre. Alors là, il y a une phrase qui est pas raccrochée. J'ai enlevé une partie hier et du coup, c'est désolée. Donc effectivement, en fait, la promotion de la santé, elle s'inscrit dans une approche qui n'est pas biomédicale de la santé, puisqu'on a toujours un peu un mouvement de balancier au fil du temps sur la définition de la santé. Et donc nous, la promotion de la santé, elle s'inscrit dans une approche biopsychosociale de la santé. Et donc, elle va être définie en 1986 dans la Charte d'Ottawa, qui est vraiment notre texte de référence, comme un processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Donc, ça renvoie clairement à ce qu'évoquait précédemment Julie, avec ces notions d'empowerment, de pouvoir d'agir. Voilà, le plus grand contrôle, c'est vraiment, on s'inscrit totalement là-dessus. Et donc, la promotion de la santé, comme l'a évoqué aussi Julie, elle s'appuie sur le fait que la santé est multifactorielle, qu'elle est liée à des déterminants. Donc là, vous voyez avec ce schéma des déterminants de la santé, donc qui est vraiment notre schéma de référence, vous voyez plusieurs cercles qui montrent que les questions de santé, c'est pas qu'une affaire d'individus, mais voilà, on a plusieurs déterminants. Ce que les études montrent, c'est que ce sont les déterminants plutôt macro, donc on va retrouver plutôt dans les sphères du haut, qui vont avoir le plus fort impact, alors qu'aujourd'hui, on a quand même tendance à beaucoup individualiser, responsabiliser, en se centrant un peu sur les facteurs liés au mode de vie. Ne pas fumer, consommer 5 fruits et légumes. Voilà, on est quand même beaucoup centré là-dessus. Et nous, on invite vraiment à prendre en compte l'ensemble des déterminants en agissant de manière combinée, comme l'a évoqué Julie. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Et donc, la promotion de la santé, elle invite à agir sur ces différents déterminants à travers 5 leviers d'intervention qui sont complémentaires et qui font écho au trépied qu'a présenté Julie de la transformation sociale. On va avoir un premier niveau politique, donc qui est d'élaborer des politiques publiques favorables à la santé. Donc, c'est systématiquement s'interroger sur les effets sur la santé, sur le bien-être des mesures, des réglementations, de la législation qu'on voudrait promouvoir. Donc, c'est toujours questionner les effets sur la santé de la politique publique à tous les échelons, national, régional et local. Le deuxième levier, c'est de créer des milieux favorables, des conditions de vie, de travail qui soient positifs. Donc là, on va retrouver par exemple la création de pistes cyclables, la création d'infrastructures sportives. On va être sur ce genre de milieu. C'est aujourd'hui, il y a un phénomène assez important de revégétalisation, débitumisation, notamment des cours d'école, des lieux collectifs. Voilà, là, on est clairement sur la création de milieux favorables. Le troisième levier, c'est renforcer l'action communautaire. Donc, ce terme d'action communautaire, il est parfois pas très bien compris, mais c'est vraiment l'action, on va dire, collective, groupale. Donc, ça va être, par exemple, un collectif d'habitants, un collectif de patients, un collectif de parents d'élèves,
Voilà, on est vraiment sur, c'est au sens de communauté, d'intérêt, de lieu géographique. Voilà, on est vraiment sur cette dimension-là. Et donc là, ça va rejoindre ces questions d'empowerment collectif, de pouvoir d'agir collectif. Donc, comment on peut accompagner des démarches plus collectives. Ensuite, on a un levier où, voilà, très souvent, on a tendance à résumer la promotion de la santé à cette dimension-là, mais vous voyez que c'est un levier parmi 4 autres. C'est d'acquérir des aptitudes individuelles. Donc, on va retrouver derrière l'éducation pour la santé et on va retrouver, ça j'y reviendrai, le renforcement des compétences psychosociales. Donc, on est vraiment comment renforcer les ressources individuelles. Et enfin, dernier levier, c'est le fait de réorienter les services de santé. Donc, c'est avoir une approche plus systémique de la santé et en axant davantage le système de santé sur la prévention et la meilleure prise en compte des patients qui est lui-même expert de sa maladie. Voilà, donc c'est un ensemble de leviers qui permettent pour nous, chargés de projet en promotion de la santé, de guider l'accompagnement au changement, l'accompagnement aux transformations qui sont à mener. Alors, une fois posé ce cadre de la promotion de la santé, on va recentrer donc sur le thème de notre webinaire. Et donc, on a vu, nous, au fil de nos réflexions, de nos questionnements, se dessiner plusieurs enjeux qui, avec Julie, finalement, va donner des principes d'action qui vont guider notre approche aujourd'hui et donc que Julie va présenter. Oui, merci. Alors, c'est la diapo d'après où donc le premier grand principe qu'on souhaitait partager avec vous et qui nous parle vraiment, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, mais de reconnaître la réalité de la souffrance sans la pathologiser, parce que c'est pas une maladie comme on le disait, ni la dépolitiser, parce qu'une grande partie des causes et des réponses, elles sont sociétales, politiques. Et comme peut le dire une psychiatre dont j'aime bien l'approche, qui s'appelle Laëlia Benoît, je vous donnerai une référence après. Pour elle, c'est vraiment l'absence de reconnaissance du problème par les adultes qui va engendrer la plus grande souffrance sur les jeunes, par exemple, le mépris de leur voix, ce sentiment d'impuissance-là. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième, qui est fondamental pour nous et notamment promotion de la santé, c'est de partir toujours de la réalité des inégalités sociales face au changement climatique. Les inégalités sociales, je peux vous donner quelques exemples. Des enfants qui sont dans une crèche qui est installée au bord du périphérique ne vont pas avoir les mêmes conséquences en termes de pollution au quotidien, ou des personnes qui habitent dans un bidonville ou des gens du voyage pendant une canicule, pareil, vont pas subir de la même manière les effets du dérèglement climatique, ou bien des travailleurs qui sont en extérieur ou des professionnels du tertiaire dans un bureau climatisé vont pas non plus vivre la même chose au quotidien. Là, j'ai donné que des exemples dans notre pays, mais on pourrait aussi parler d'inégalités sociales au niveau international. Je voulais faire un petit focus sur autre chose que Laëlia Benoît met en avant dans un podcast dont je vous donnerai les références après, c'est les inégalités sociales, mais liées à l'âge. Pour elle, c'est vraiment important de reconnaître le rapport de force et de domination qui existe entre adultes et jeunes et qui sert à discréditer en fait les méfaits du changement climatique et qui va créer du mépris par les classes dirigeantes, les adultes, et donc un sentiment d'incompréhension, d'oppression, de perte de pouvoir par les jeunes. Voilà pour illustrer la question des inégalités sociales. Et le troisième grand principe qu'on a vu se dessiner, c'est la question autour de la colère, que c'est important de ne pas la décrédibiliser non plus, parce que là, on voit aussi pas mal d'articles qui passent de l'éco-anxiété à la colère, mais qui peut être, pour certains, présentée comme une réaction qui serait puérile ou inadaptée. Donc c'est bien sûr pas le cas. C'est important de la prendre en compte et notamment parce que la colère peut permettre d'initier un passage à l'action pour certains. Par contre, ce qu'on voulait aussi mettre en avant, c'est qu'il ne faudrait pas non plus pour autant considérer qu'il n'y a que l'approche envers les émotions comme seule entrée pour accompagner des publics ou des personnes autour de ces questions d'émotions autour du dérèglement climatique.
Par exemple, on peut prendre les compétences psychosociales qui pourraient permettre d'aller vers la dimension cognitive ou plus collective. On peut passer, mais vraiment rapidement sur le slide d'après pour que vous voyez, ce que vous pourrez avoir à la fin du webinaire. C'est quelques références qui semblaient, importantes ou utiles sur ces 3 grands principes et qui ont guidé notre approche. Je vous laisserai, approfondir si vous souhaitez aller plus loin, autour des questions d'inégalité sociale, autour de la colère ou, de la politisation du problème. On va passer à la dernière partie où, on a regroupé des ressources, qu'on a pu croiser là tout au long de ces derniers mois et qui vont illustrer comment on peut agir, comment vous pouvez agir ou comment vous agissez déjà, et qui pourraient être utiles pour vos projets de transformation des émotions en moteur de l'action, avec vos publics pour agir sur la source du problème. Alors, on les a classés en 4 catégories que je vais vous présenter et qu'ensuite on va, décliner plus dans les détails, avec Lucie l'une après l'autre. Donc, d'abord on abordera la question de l'accompagnement psy individuel ou collectif qui est, une des manières, une des approches, importantes. Ensuite, les actions pour renouer avec le vivant, celles qui sont plutôt de l'ordre de la mise en lien et de l'outillage des professionnels. Et on terminera avec un petit focus sur le renforcement des compétences psychosociales, dans le champ de l'environnement. Alors, je commence avec la slide suivante autour de, l'accompagnement psy individuel ou collectif. Là, j'ai remis d'abord les enjeux, où vraiment il y a un enjeu important là pour éviter, disons la récupération par des individus ou des groupes à tendance sectaire ou commerciale de ce sujet-là. Il y a un enjeu de faire monter en compétence les professionnels du secteur, de la santé mentale notamment, sur, l'éco-anxiété, les émotions, et aussi sur l'impact global de la crise climatique et environnementale sur la santé. Parce que, quand on va voir un psychologue, le fait que celui-ci soit informer, des réalités des menaces actuelles permet une meilleure compréhension des enjeux et de ce que, la personne qui consulte va lui exposer. Ensuite, pareil, la montée en compétence des professionnels de l'éducation à l'environnement ou d'autres secteurs sur la question des émotions, des approches possibles, des ressources et des relais existants. Donc on voit bien là qu'il y a besoin d'un faciliter la mise en lien et les échanges de pratiques, l'expression collective, le soutien entre pairs, à la fois au niveau des professionnels et puis au niveau des publics aussi. Alors après, j'ai mis quelques petits points pour, illustrer, des choses. Si Charline, tu peux passer. Alors, donc d'abord autour de la prise en charge individuelle. Comme je vous le disais, donc il y a déjà une des 1res choses qui peut être faite quand c'est utile, c'est, des thérapies ou l'accompagnement clinique par des professionnels psychologues, cliniciens, cliniciennes, c'est-à-dire qui vont accueillir dans leur cabinet ou en institution, et qui sont outillés pour accompagner, les personnes qui peuvent être, en souffrance, en anxiété, heu, voilà. À distinguer donc la question des écothérapies et de l'écopsychologie qu'on a, bien approfondi lors du dernier webinaire où, pour rappel, donc l'écopsychologie, c'est pas disons une discipline, parmi celles de la formation universitaire des psychologues. C'est vraiment quelque chose un champ transdisciplinaire actuellement qui vise à, faire se rencontrer le domaine de l'écologie et le domaine de la psychologie. Il y a des thérapies qui peuvent être utiles, on y reviendra après, mais l'écopsychologie ne veut pas forcément dire que c'est un accompagnement par un psychologue. Certains sont psychologues et se sont spécialisés sur ces thérapies-là, d'autres ne le sont pas. Donc, c'est important, selon la personne accompagnée, selon, le degré de souffrance ou de difficulté, de bien voir que, il y a l'écopsychologie, mais il y a aussi bien sûr, enfin les psychologues cliniciens, traditionnels qui peuvent accompagner, et qui a besoin d'outiller peut-être, pour pouvoir leur permettre de mieux accompagner. Pour cela, on y reviendra un peu plus loin, mais il y a pas mal de réseaux de professionnels pour, soutenir, les personnes et puis se mettre en lien, faire d'échanges de pratiques. Je vais passer, on y parlera après. Les échelles de mesure que j'ai évoquées tout à l'heure, il y en a plusieurs en anglais, en français, il y en a d'autres qui sont en cours de travail, que j'ai notées là, si vous souhaitiez aller plus loin.
Un point important, c'est vraiment, d'organiser des temps de formation, de sensibilisation pour les professionnels du soin. Il y en a pas encore beaucoup, mais ça nous semble un enjeu, important. Et puis ce qui commence à se développer, c'est les formations à destination des militants sur les questions de résilience et de soins. Là, j'ai mis un exemple espagnol qui va, aussi se répercuter en France, le projet ULEX. J'ai mis le lien si vous voulez aller voir. Et pour terminer, les questions, la dimension de groupe de parole, plutôt d'espace d'expression collective. J'ai mis quelques exemples, pour tout public. Par exemple, à Nantes, il y a un groupe, enfin des groupes qui sont animés. À Paris, l'association Néo-Sensus, à Grenoble, Biophilia, à Toulouse, les écolos anonymes. Enfin, on voit en fait se développer, différents, groupes comme ça un petit peu partout. Là, je vous en ai mis que certains exemples, mais c'est quelque chose qui peut être réfléchi, travaillé, peut-être à votre niveau aussi. Par exemple, à destination des étudiants, il y a des projets en cours ou à venir, pour ce public spécifique dans le cadre des semaines d'info sur la santé mentale, par exemple, via les universités, via les maisons des ados, voilà. Et puis au sein des collectifs militants, on sait que par exemple, Extinction Rebellion a tout un volet autour de ce qu'ils appellent la culture régénératrice. Alternativa, fait vraiment aussi, attention et travaille sur ces questions-là. Et la Psychoteam qui est un réseau de professionnels, psychologues qui vient en soutien des activistes, dans leur lutte. J'ai terminé pour ma partie. Je vais laisser la parole à Lucie pour, la suivante. Merci. Alors là, pour cette partie-là, on fera à 2 voix avec Adeline Michel, donc qui est co-référente santé environnement avec moi. Sur les actions pour renouer avec le vivant, donc ces actions varier en fonction du type de professionnel qui propose les actions. Si c'est un professionnel plutôt du soin, qui est psychologue, forcément ses intentions, ses objectifs seront différents d'un professionnel qui serait animateur, chargé de projet, voilà. Donc ces actions, elles vont varier en fonction du professionnel et du public, voilà. Donc on a identifié tout ce qui avait trait aux écothérapies. Donc là, c'est des éléments qui peuvent être aussi mobilisés par rapport à ce qu'a évoqué Julie. Ça va être plutôt porté par des thérapeutes, des psys dans ce cadre-là. Et donc, on va retrouver comme principe, la reconnexion comme un levier en situation de mal-être, de souffrance. Donc, les exemples, ça va être l'équithérapie, orthithérapie, les éco-psychothérapies. Enfin, voilà, on va avoir tous ces éléments un peu de reconnexion à la nature, au vivant de manière générale. La deuxième dimension, c'est les éco-pratiques préventives, qu'on a qualifiées d'éco-pratiques préventives. Donc là, effectivement, on n'est pas forcément en situation de mal-être, mais comme j'ai pu le dire, on constate quand même globalement un déficit sur les approches sensibles, voilà, vraiment de lien au vivant. Donc là, on va retrouver ce type d'action vous avez sans doute entendu pas mal parler du Shirin-yoku ou la méditation en forêt. On va aussi avoir dans ce type d'action le travail qui relie. Donc ça, c'est une approche qui est développée par Joanna Massey, qui est une psychologue américaine. On va retrouver aussi tout ce qui est balade sensible. Voilà. Et puis la troisième dimension, donc là, voilà, qui peut être un peu poreuse avec les éco-pratiques préventives, ce sont toutes les pratiques éducatives dehors. Et donc là, il y a tout un mouvement qui invite à aller faire l'école du dehors, par exemple, mais ça peut concerner tout type de public. Et donc, généralement, ça poursuit un peu un double objectif, à la fois la préservation du bien-être, mais aussi de l'environnement. Et donc, on va retrouver toutes les actions de jardin partagé, pédagogique, thérapeutique. Voilà. Donc, pour illustrer concrètement comment ces actions peuvent se mettre en œuvre, je vais laisser la parole donc à Adeline. Oui, donc on a sélectionné quelques petites activités voilà, pour être vraiment dans le concret, comment ça peut se dérouler. Donc,
Par exemple, l'éloge au non-humain, c'est une activité que vous pouvez proposer à vos publics qui se réalise par binôme et qui doit être menée en extérieur. L'idée, c'est que une personne va regarder son binôme dans les yeux et décrire un élément de la nature qu'il voit face à lui. Donc, par exemple, moi, je pourrais choisir de décrire un rocher en regardant Lucie et je dirais, Lucie, tu es quelqu'un sur qui on peut compter, tu es là depuis toujours, voilà, je pourrais décrire en fait le rocher en m'adressant donc à mon binôme. Et en fait, c'est à peu près 5 minutes de description. Et ensuite, on inverse. Ce serait Lucie qui décrirait un élément de nature en disant tu et en me parlant. Et en fait, c'est une activité qui permet vraiment de se décentrer, nous humains, justement, de regarder différemment notre environnement et de renouer justement sur cette approche sensible avec les non-humains. Voilà, ça c'est un exemple, ça fait appel à la créativité aussi, donc ça fera aussi le lien avec les compétences psychosociales après. Par rapport à la classe dehors et de manière plus générale à l'éducation dehors, donc c'est vrai, comme disait Lucie, il y a tout un mouvement qui vraiment, on entend de plus en plus parler des enjeux de l'éducation dehors, entre autres avec Tous dehors France et la dynamique sortie. Et ce qui a pu justement être mis en évidence à la fois par des recherches et par l'expérience, en fait, par le savoir expérientiel des acteurs de terrain qui pratiquent l'éducation dehors, c'est l'intérêt de développer un lien affectif au dehors. Et donc pour ça, ce qui est intéressant quand on veut pratiquer l'éducation dehors ou la classe dehors, c'est d'avoir des pratiques régulières et dans un lieu de proximité. Et donc ça, c'est vraiment deux éléments importants, la régularité et la proximité, pour qu'il y ait ce lien affectif qui se crée entre la personne et son environnement, et ça lui permet de porter un autre regard sur l'environnement. Ce qui est intéressant dans les pratiques d'éducation dehors et de classe dehors, c'est que ça entraîne finalement au fil de l'eau, ça entraîne un changement de posture de la part des adultes. Et ça va permettre aux enfants, aux jeunes, une plus grande autonomie, une plus grande liberté, plus de coopération aussi, et ça fait plus de place au jeu libre et à l'expérimentation, qui sont des compétences qui vont être intéressantes aussi pour pouvoir renouer avec le vivant et puis pour le bien-être individuel. Voilà, sur cette partie-là, des exemples concrets. Merci Adeline. Et donc, on te laisse la parole, Julie, sur les actions suivantes. Oui, du coup là, je vais vous parler des actions de mise en lien et d'outillage des professionnels. L'enjeu, c'est vraiment de développer les liens entre le monde et les acteurs de l'environnement et de la santé mentale, promotion de la santé, pour mieux se comprendre, se connaître, faire dialoguer aussi les mondes de la recherche et des constats cliniques ou opérationnels des praticiens ou des éducateurs pour pouvoir aller vers plus de données aussi. Et également accompagner ou faire émerger des projets qui soient à la croisée de ces champs-là, en facilitant les liens entre les acteurs. Je vais commencer par, je ne vais pas tous les lire, mais je vous... Ah, on t'entend plus, Julie. C'est ça, pardon. Donc, je vous ai mis la liste de tous les réseaux dont on a croisé le chemin là, de professionnels, autant sur les questions de santé globale avec l'Alliance planétaire, de santé mentale, vous verrez qu'il y en a pas mal, le RAFU dont j'ai déjà parlé, la Psychoteam, la FTTC qui est un groupe spécifique. Et vous pouvez aussi aller vers des acteurs et des réseaux locaux comme les conseils locaux de santé mentale, les groupes autour des CISM, les semaines d'infos sur la santé mentale, pour évoquer ces thèmes-là, même si ce n'est pas forcément leur entrée directe. C'est quand même des réseaux où ça peut être intéressant d'en parler, d'amener ce sujet-là. Si vous voulez avoir une idée un peu plus globale des acteurs sur votre territoire, n'hésitez pas à contacter nos collègues dans l'IREPS de votre département parce qu'on a des cartographies des réseaux en santé mentale par département. J'ai aussi mis tous les réseaux autour de l'éco-psychologie et des écothérapies, des jardins, forêts, etc. Et éducation à l'environnement avec le GREN, bien sûr, qui est le réseau régional de l'éducation à l'environnement, et puis le pôle ESE sur le volet éducation, promotion de la santé environnement.
Ça, c'est des liens qui peuvent vous être utiles à vous ou aux personnes que vous accompagnez ou que vous rencontrez. Ensuite, j'ai mis quelques ressources bibliographiques si vous vouliez aller plus loin ou partager des ressources. Sur l'approche santé mentale, j'ai mis 2 références où en fait, si vous regardez à la fin, il y a 2 biblios assez conséquentes que vous pouvez consulter, qui peuvent vous être utiles. Sur l'approche éducative, j'ai mis 3 articles, pareil, les articles sont intéressants et il y a des biblios à la fin qui peuvent vous être utiles pour aller plus loin, pour étayer vos projets. La slide suivante va aborder les autres types d'actions, notamment l'outillage, mettre à dispo des outils pédagogiques comme on peut le faire par exemple, là j'ai mis l'exemple à l'IREPS, pendant les sismes, on avait créé un site ressources avec des outils pédagogiques sur le thème santé, psy et environnement et bien sûr le site ressources du pôle ESE sur la promotion santé environnement, vous allez retrouver beaucoup d'outils et de ressources bien utiles. Une autre manière de travailler, d'actionner ce levier-là, c'est d'organiser des journées thématiques ou des webinaires. J'ai remis le lien vers notre site de webinaire, bien sûr. Et je vous ai mis un webinaire qu'on a trouvé intéressant avec Lucie et très éclairant qui s'est déroulé au Québec, qui est un panel sur l'éco-anxiété avec pas mal d'intervenants qui ont pu éclairer par leurs actions à eux cette thématique-là. Après, j'ai mis 2 autres exemples. Un séminaire qui a déjà eu lieu à Grenoble autour du rôle de la psychologie face aux émotions du changement climatique et puis un qui va avoir lieu, en décembre à Valence autour des inégalités sociales et environnementales. Donc on voit qu'il y a des choses qui se font, il y en a de plus en plus et voilà, c'était pour, remettre en avant, ce type d'action et le dernier, c'est, la capitalisation, le partage d'expériences. Où, comme on trouvait pas énormément de choses déjà nous, quand on a commencé à travailler sur le sujet, donc on a décidé de s'y atteler nous, via notre projet BIP, qui signifie Bonnes idées et pratiques prometteuses, où l'objectif c'est d'aller repérer et de valoriser des actions ou des acteurs en région Rhône-Alpes qui prennent en compte cette interaction entre santé mentale et environnement et pour permettre d'inspirer, d'orienter, d'appuyer d'autres professionnels qui auraient envie de mettre en œuvre des actions. Donc la publication de ce repérage d'acteurs et d'actions, elle sera faite en premier semestre 2023. Et d'ailleurs, si vous avez vous-même des actions que vous aimeriez valoriser, qui vous semblent intéressantes sur cette approche-là, n'hésitez pas à nous contacter. On est encore dans la phase de repérage des acteurs et des actions. J'ai terminé pour ce volet-là et Lucie, je te redonne la parole pour le dernier focus. Oui, merci. Et donc, pour le dernier, j'interviendrai aussi à 2 voix avec Adeline. Donc, on voulait évoquer le renforcement des compétences psychosociales et le lien avec l'environnement, parce qu'on pense que c'est un levier qui est assez intéressant à activer. On a rédigé toutes les deux une fiche repère à ce sujet. Et donc, voilà, c'est quelques éléments de cette fiche repère. On ne va pas la présenter en détail, mais vous pourrez la retrouver sur le site Agir ESE. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas ce concept de compétences psychosociales, j'ai remis une définition. Donc, les compétences psychosociales sont la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Voilà, donc ça, une fois ce cadre posé, ce que je souhaitais quand même réaffirmer, c'est que on a pu le constater, il y avait un besoin d'affirmer, de réaffirmer la place des émotions, du sensible, de l'empathie envers le vivant, de l'attention à soi et à ce qui nous entoure. En écho aux freins évoqués par Corinne Morel-Darleux sur cette déconnexion et voilà ce manque de relations sensibles. Mais en même temps, comme on a pu le dire, il ne s'agit pas d'agir uniquement sur simple impulsion émotionnelle, mais c'est bien d'allier des compétences aussi cognitives à ces compétences émotionnelles. Et c'est pour ça que l'approche des compétences psychosociales est intéressante.
Et donc, Dominique Cotreau, qui travaillait dans l'équivalent d'un Graine en Bretagne, elle évoque l'alliance d'une pédagogie rationnelle à une pédagogie sensible. Voilà, donc on s'inscrit complètement dans cette proposition d'alliance. Donc, les compétences psychosociales, elles associent 3 grandes dimensions, les compétences sociales, les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Donc, vous voyez que la dimension émotionnelle, c'est une dimension parmi les 3. Et donc là, dans ce tableau, je vais pas tout lire, mais ça reprend en fait en police grasse, ça reprend l'ensemble des compétences pour chacune des catégories. Et donc, on a essayé de réfléchir aux liens qu'on pouvait trouver entre ces compétences et les enjeux santé-environnement. Donc, dans les compétences sociales, par exemple, vous avez une compétence de plaidoyer. Et clairement, sur les enjeux santé-environnement, cette compétence-là, elle est à renforcer. Il y a un vrai enjeu d'être capable de construire une argumentation solide, d'être capable de l'exprimer avec clarté. Donc voilà, ça, c'est des compétences vraiment à renforcer. Vous allez retrouver aussi dans les compétences émotionnelles des choses qui font écho à ce qu'on a dit sur la gestion du stress. Donc effectivement, par rapport à des phénomènes d'éco-anxiété, c'est quand même intéressant de pouvoir agir sur ce stress. Voilà, donc on a essayé pour l'ensemble de ces compétences, de faire du lien avec les enjeux santé-environnement. Donc vous pourrez découvrir ça en lisant notre fiche repère. On peut passer à la dernière diapositive. Voilà, donc finalement, pourquoi c'est intéressant de renforcer les compétences psychosociales, c'est que on va beaucoup les mobiliser individuellement dès qu'on est face à des crises. Et donc voilà, aujourd'hui, on va beaucoup les mobiliser pour faire face à notre quotidien. Mais il faudrait pas imaginer, parce que la définition des compétences psychosociales, elle peut être un peu entendue comme ça. Il ne s'agit pas de vouloir transformer les humains en super-humains qui seraient capables de résister, hein, parce que vous avez vu dans les définitions, on a c'est l'aptitude d'une personne à pouvoir adopter un comportement approprié. Voilà, l'idée c'est de pas vouloir transformer des humains en super-humains qui seraient capables de résister à la pression, capables de s'adapter à un environnement de plus en plus dégradé. C'est vraiment pas du tout l'intention du renforcement des compétences psychosociales. L'idée, c'est plutôt de les renforcer au service d'une intelligence collective pour s'affirmer, résister, inventer des nouvelles formes d'organisation qui prendront en compte à la fois la relation aux autres, mais la relation aux vivants plus globalement. Voilà, puisque c'est vraiment aussi dans nos principes d'action d'élargir les relations aux vivants plus globalement. Voilà, donc le renforcement des compétences psychosociales, ça va être une dimension qui s'inscrit dans cette approche multifactorielle de la promotion de la santé. Et donc, en pratique, concrètement, je laisse la parole à Adeline pour illustrer comment on peut renforcer les compétences psychosociales autour de ces enjeux santé-environnement. Tout à fait. Juste préciser que ces compétences psychosociales, elles sont étudiées depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, il y a des programmes qui sont dits validés, il y a des recherches autour des compétences psychosociales. Et ce qui est mis en évidence, entre autres, c'est que pour que ça fonctionne, il faut agir à différents niveaux. À la fois de pouvoir mettre en place des activités qui ont vraiment pour objectif de développer et de mobiliser ces compétences psychosociales, donc soit des activités qu'on dit formelles, soit des pratiques plus transversales qui vont permettre de travailler sur plusieurs compétences psychosociales. Je vous fais tout trio et après je détaillerai. Donc voilà, la nécessité de mener des activités, la nécessité aussi de travailler sur les environnements, à la fois environnement social et physique. Donc finalement, ça va se traduire sur réfléchir à la posture, la manière d'être des personnes qui entourent l'individu. Voilà, c'est pas juste développer les compétences de l'individu, mais aussi réfléchir à l'environnement qui l'entoure, comment il va être propice à ce que l'individu puisse exprimer ses compétences, utiliser ses compétences. Et également donc l'environnement physique et organisationnel, donc plus là sur la question de l'aménagement de l'espace, de l'organisation des journées, sur le temps, les temps de transition. Voilà, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte et vraiment pas uniquement les compétences de l'individu.
Et donc, pour vous donner quelques petits exemples concrets d'activités qui peuvent être menées, sachant qu'il y a énormément d'activités de sites ressources, entre autres sur le cartable des compétences psychosociales de l'IREPS Pays de la Loire, vous pouvez trouver énormément d'activités que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez adapter justement en fonction de votre objectif. Et donc, vous pouvez transformer une activité. Par exemple, il y a une activité qui s'appelle « Je m'appelle et j'aime ». Donc ça, c'est un grand classique sur les compétences psychosociales. Donc, on se met en cercle et une personne va s'avancer au centre du cercle et dire donc, moi, je m'appelle Adeline et j'aime. Et donc, je peux dire tout ce que j'aime. Je sais pas, moi, j'aime le chocolat chaud. Mais en fait, là, on pourrait transformer cette consigne et se dire « je m'appelle et j'aime dans la nature ». Et donc, ce serait « je m'appelle Adeline et ce que j'aime dans la nature, c'est faire une randonnée, arriver au sommet et avoir un panorama magnifique devant mes yeux ». Et donc, en fait, si d'autres personnes aiment ça, elles s'avancent dans le cercle. Et ensuite, les personnes se reculent et donc une autre personne va au centre du cercle, dit comment elle s'appelle et ce qu'elle aime. Et à l'issue de cette activité, ensuite, on discute de ce qui s'est passé, de comment on l'a vécu, si c'était agréable, si c'était facile pour nous et de quel type de compétences on a eu besoin pour faire ça. Et donc là, l'activité que je vous explique très brièvement, on a besoin de se connaître finalement, de savoir ce qu'on aime. Et elle va nous permettre aussi de mieux connaître les autres. Et en fonction de la consigne que l'on pose, justement, c'est des activités qui peuvent nous permettre de nous renouer aussi au vivant et à notre environnement et d'avoir une attention particulière à l'environnement qui nous entoure. Donc ça, c'est un exemple d'activité. Par rapport aux émotions aussi, il y a des activités vraiment qui vont permettre d'exprimer nos émotions. Par exemple, il y a une activité qui s'appelle le parcours des émotions où dans une salle ou dehors, on identifie un lieu pour la joie, un lieu pour la tristesse, un lieu pour la colère, un lieu pour la peur. Et on peut demander aux personnes de parcourir ces espaces-là et de noter, de témoigner en fait. Par exemple, ça peut être face à l'état du monde, comment vous vous sentez, à quel moment vous ressentez de la joie, à quel moment vous ressentez de la peur, à quel moment vous ressentez de la tristesse et de la colère. Et donc, les personnes témoignent sur des papiers. Et ensuite, on parcourt ce chemin des émotions et donc, on en vient à découvrir aussi les émotions des autres. Et donc, ça permet à la fois d'avoir une meilleure reconnaissance de soi, de pouvoir identifier nos émotions, pouvoir les exprimer, mais aussi il y a le volet collectif, prendre conscience qu'on n'est pas seul. Et donc, on peut transformer ça en l'envie d'agir ensemble pour changer les choses. De la même manière, par rapport aux émotions, on pourrait proposer, et ça c'est une activité que vous pourriez retrouver donc dans un programme pédagogique qu'on a construit IREPS et l'association Les Hommes Fourmis, un programme qui s'appelle Recouvrance et qui sera bientôt disponible sur le site du pôle USE, où par exemple une activité c'est que chaque personne écrive un récit d'indignation. Et que ce récit d'indignation, donc cette colère, finalement, l'identification de ce qui peut nous mettre en colère individuellement, ce soit ensuite une matière pour travailler collectivement à imaginer des actions dans l'espace public qui nous permettent d'exprimer notre colère, mais aussi d'avoir le sentiment de pouvoir agir sur la situation qui nous indigne. Voilà des activités, j'espère concrètes, sur ce qu'il est possible de faire autour de ces compétences psychosociales en ayant bien en tête qu'il ne s'agit pas uniquement de renforcer les compétences individuelles, mais qu'il y a la nécessité de réfléchir à l'environnement qui entoure les individus. Merci beaucoup Adeline. Et donc, comme pour les questions de santé mentale, et Julie vous l'a dit, sur ces questions de compétences psychosociales en particulier, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'IREPS de votre département, parce qu'on a à chaque fois des chargés de projet qui développent des projets sur ce sujet qui peuvent être ressources et vous aiguiller pour construire des projets, trouver des ressources. Donc, on arrive à la fin de notre intervention. Voilà, donc là, on a mis nos contacts. Merci beaucoup.